Messieurs, dames, Martin Scorsese, est-ce que c'est vraiment mieux que Spider-Man No Way Home? Après tout ce qu'a dit monsieur Martin, de son prénom, Scorsese de son nom de famille, peut-il véritablement blâmer l'univers Marvel avec Killers of the Flower Moon? Est-il meilleur que Captain Marvel ou des grands chefs-d'œuvre comme Ant-Man 3? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Spoiler, oui, nous sommes effectivement là ce soir, rediffusion du live sur Twitch. Si jamais vous voyez ça sur YouTube, n'hésitez pas à venir directement follow sur Twitch, c'est gratuit, dans la description, vous avez droit à tout. Et au moins, vous pourrez voir ce genre de live directement en direct. Parce que là, on va parler de choses plutôt pas mal. Et par plutôt pas mal, j'entends effectivement Killers of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese en 2023, donc qui vient de sortir à la semaine où je vous parle. On est le 22 octobre à l'heure où je tourne cette vidéo, donc il est sorti mercredi 18. Et c'est un film qui m'a pas mal retourné, à pas forcément mettre entre toutes les mains. 3h30, c'est vrai que c'est assez long. Encore une fois, je le répète, si on est capable aujourd'hui de binge-watcher des séries de 8 heures d'affilée, je pense qu'un film de 3h30 devrait ne faire peur à personne. C'est un film qui est absolument extraordinaire avec un casting fabuleux, qui prouve encore une fois que Martin Scorsese est capable de vraiment traiter tous les genres, à la fois avec sa patte, son style, mais en même temps en s'acclimatant parfaitement au sujet qu'il adopte. Et ça, c'est vraiment très très bon. On est là pour parler donc de Killers of the Flower Moon avec ceux qui l'ont vu. Évidemment, je vais essayer d'être le moins dans le spoil possible parce que étrangement, bah, il n'y a pas grand chose à spoiler. Mais en même temps, si je dévoile des éléments de l'intrigue, bah là, vous allez perdre un petit peu tout le côté enquête qu'il peut y avoir tout au long du film. Et puis, bah, toute la mise en scène de Scorsese, etc. Bah, il y a quelque chose qui est de l'ordre de finalement trouver un peu qui est le coupable, même si pour le spectateur il est désigné pardon, très rapidement. Pour les personnages c'est intéressant et suivre leur chemin de croix est d'autant plus intéressant, donc je vais essayer de pas trop vous en dire plus. Beaucoup parlent évidemment de Martin Scorsese aujourd'hui, parce que c'est un réalisateur extraordinaire qui revient avec un film qui nous propose une fois encore hein, une discussion avec Leonardo DiCaprio, encore une fois une nouvelle collaboration entre les deux. Pareil en ce qui concerne Robert De Niro. On a Jesse Plemons, notre bon vieux Todd international de Breaking Bad, qui, je crois, revient, vous me direz dans le chat, mais il me semble bien l'avoir vu dans un Scorsese. Je vais regarder ça, j'ai un doute. Mais j'ai pas envie de dire de conneries, mais Jesse Plemons, il me semble bien l'avoir déjà vu dans un Scorsese. Euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup, hein, Jesse Plemons. J'ai regardé un petit peu la filmographie pour voir. Peut-être que je dis des conneries, mais je sais pas pourquoi. J'avais eu l'impression de le voir dans un Scorsese il y a pas si longtemps que ça. Killers of the Flower Moon, il était évidemment dans le dernier Affamé. Il était dans El Camino et c'était bien effectivement dans The Irishman que je l'avais vu. Voilà, c'est ça. Il était dans Le Pont des Espions aussi. Enfin, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et il était dans The Irishman. Enfin, c'est un acteur qui colle parfaitement, je trouve, à la filmo de Martin Scorsese. Et puis, bah, c'est un acteur qui, l'air de rien, commence à avoir une petite carrière très intéressante, avec des grands noms du cinéma, et puis qui s'est fait connaître notamment par le biais des séries télévisées, mais pour des choses qui sont très très fortes, et puis avec des rôles qui ont été marquants. Lily Gladstone, qui est l'actrice principale du film, qui pour moi est éblouissante. On parlera beaucoup évidemment dans cette critique de Leonardo DiCaprio, on parlera de Robert De Niro, on va faire énormément de références à Oppenheimer, puisque tout le monde se pose la question, qui va avoir l'Oscar, Killers ou alors Oppenheimer. Qui va avoir l'Oscar du meilleur acteur, Cillian Murphy, DiCaprio. Il y en a encore d'autres, hein, à mon avis. Mais c'est vrai qu'ils sont naturellement dans les favoris. On parlera beaucoup de Robert Downey Jr. Pour l'Oscar du meilleur second rôle. Est-ce que Robert De Niro peut lui justement voler la récompense, voler, ou en tout cas lui subtiliser, puisque le film sort un petit peu après, hein. Robert De Niro est très bon dans ce film-là, je donnerai évidemment mon avis plus en détail là-dessus. On parle donc beaucoup de Scorsese pour son retour, pour ce film-là, pour un film qui est quand même une adaptation d'un roman témoignage d'un auteur qui parlait justement de différents meurtres, de différentes séries de meurtres qui pouvaient avoir lieu aux alentours des années 1930 euh, amérindiennes. Donc on est encore une fois dans quelque chose qui est assez particulier. La tribu des Osages, qui a eu plusieurs
on peut appeler limite un génocide, puisqu'il y a eu énormément de meurtres. Et ça va retracer justement, eh bien, très globalement, ces histoires-là, hein, c'est-à-dire l'histoire des Blancs qui se mettaient en couple et se mariaient avec des Amérindiennes pour pouvoir ensuite profiter de l'héritage du pétrole, puisque le pétrole effectivement était du côté des réserves et des terres amérindiennes, donc forcément il y avait des questions d'héritage et forcément aussi d'assassinat derrière pour pouvoir réussir à toucher l'argent. Il y a aussi beaucoup d'amour, c'est un film qui parle d'amour, qui est assez poétique, parce qu'il y a un amour qui est véritable, c'est là où Scorsese réussit une nuance qui est très intéressante, notamment vis-à-vis du personnage de DiCaprio, qui est globalement un abruti hyper naïf, un ancien de la guerre qui revient aux États-Unis, qui est globalement assez idiot, particulièrement naïf vis-à-vis de son oncle Robert De Niro, et ouais, surtout très très naïf, et puis qui va foncer tête baissée dans tout ce qu'on lui propose, tout ce qu'on lui dit, par l'appât du gain, etc. Mais qui, au détour de ça, justement, va avoir une relation d'amour réelle, sincère, poétique, et assez bien romancée avec Lily Gladstone, donc le personnage de Molly. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que Scorsese réussit toujours à nuancer son propos, et c'est ça qui est aussi intéressant vis-à-vis de Scorsese, c'est que là, pour le coup, là où il manquait peut-être un petit peu de nuance, et là où on parle beaucoup de lui aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de Marvel, on a de plus en plus de DC, etc. Et je suis le premier à le reconnaître, on est de plus en plus gavé par Marvel, par DC et par des choses qui sont pour moi artistiquement et filmiquement proches du sans-intérêt. Donc là, Scorsese a raison, puisque à force de vouloir faire des suites, des remakes, des reboots, etc., et de se focaliser sur cette façon de faire, c'est-à-dire cette façon de faire du cinéma ou des séries en gavant un peu le spectateur, en étant très fast-food avec du Marvel, des trucs, etc. Oui, à un moment donné, effectivement, on en est à un stade où c'est plus vraiment du cinéma. C'est plus le cinéma comme on peut le voir sur une fresque de 3h30 qui est signée Martin Scorsese, ça c'est vrai. Il manquait peut-être un peu de nuance, parce que moi, à la place de Scorsese, bah, si j'étais ce bon vieux Martin, bah, j'aurais quand même spécifié qu'il y a quelques bons Marvel. Malgré tout, il y a quelques bons films de super-héros chez DC aussi. Je pense que tu mettrais quelqu'un comme Scorsese peut-être devant un Gardien de la Galaxie ou Iron Man 3, Shane Black, qui est parmi les meilleurs et qui est souvent cité comme un vrai bon film au-delà d'être un film de super-héros. Je pense qu'un mec comme Scorsese, on va lui montrer Dark Knight, évidemment, qui va dire c'est un bon film, mais à mon avis, c'était vraiment pas les films qu'il visait quand il avait fait cette tribune. Donc effectivement, je suis d'accord avec lui, même s'il y avait une certaine nuance à avoir, parce que je pense qu'on peut apprécier certains très bons produits Marvel quand ce sont des bons produits, mais on peut aussi s'indigner, comme lui il s'indigne, de l'avenir du cinéma quand on voit qu'aujourd'hui on ne crée plus. Il y a quasiment plus de création originale, il y a quasiment plus de savoir-faire, il y a quasiment plus d'envie. Il y en a encore dans des films intimistes, indépendants, films européens, même des films américains un peu plus indés, ça c'est indéniable. C'est comme le cinéma français en fait. Si on cherche bien, on va trouver des choses intéressantes, mais le grand public malheureusement aujourd'hui n'en est plus forcément toujours conscient. Et ça, c'est à cause justement de cette société qui est devenue une société qui privilégie la consommation à la culture. The Creator, comme dit Corpo, ouais, qui flop et qui a été un flop au box-office, alors qu'avec 80 millions, il met à l'amende tous les films à plus de 200-250 millions qui sortent blockbuster actuels, et qui est un film hyper intelligent et pour le coup une vraie créa originale, hein, The Creator, même si d'un point de vue narratif, je trouve que c'est des choses qui ont déjà été vues. Au moins, il y avait ce petit je ne sais quoi supplémentaire, un visuel extraordinaire, et la preuve qu'avec 80 millions, on peut faire de très bonnes choses. Donc, donc c'est vrai que même si on peut apprécier certains Marvel, le constat de Martin Scorsese, il est indéniable sur le problème aujourd'hui du cinéma. C'est pas pour autant que j'arrêterai de dire que je trouve que Les Gardiens sont des très bons films, mais c'est pas pour autant non plus que je suis d'accord que les suites, les reboots, les remakes, l'envie de faire, la manière de faire comme ça, en gavant un peu le spectateur plus qu'en lui proposant quelque chose, c'est dommage. Et là, on arrive sur Killers of the Flower Moon, donc, je vous l'ai dit, hein, sur l'histoire d'Ernest qui va se marier avec Molly sous l'impulsion de son oncle, donc le personnage de King de Robert De Niro, pour, par amour, effectivement, de la part de DiCaprio, avec un amour qui est sincère, mais avec quand même en toile de fond l'idée de vouloir récupérer l'intégralité des dividendes et l'intégralité de l'argent récupéré par les Amérindiens grâce au pétrole, et puis s'en foutre plein les fouilles en étant marié à des Amérindiennes, etc. Il y a beaucoup de jeux de dupes, effectivement, il y a beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup de suspense. C'est vraiment dans le style Scorsese pur, mais adapté à un sujet fort, assez émouvant, qui laisse pas indifférent, parce qu'effectivement, là, on se rend d'autant plus compte, au-delà
de la période, parce que là on est dans les années 1900, donc on est encore, on est, on n'est pas véritablement dans l'envie de montrer tous les génocides qu'il y a pu avoir lors des conquêtes de l'Ouest, etc., ou toutes ces choses-là qui étaient horribles, mais on est quelque part aussi dans une forme de génocide avec des meurtres à outrance qui, encore une fois, je le répète, sont inspirés d'un roman, donc qui visiblement sont inspirés de faits réels. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est des sujets où je suis assez néophyte, mais où j'essaie vraiment beaucoup de m'y intéresser de plus en plus, puisque je suis un gros fan de la culture américaine, et qui dit culture américaine dit forcément dit culture amérindienne. Donc voir un petit peu ce que Scorsese était capable de faire là-dedans, c'était hyper intéressant, parce que la manière de filmer ça, la manière de rendre hommage à ces peuples-là, la manière de dévoiler la vérité, la manière aussi d'être toujours dans la subtilité, avec un peu de poésie, un peu d'amour, et puis toujours une patte artistique propre dans le montage, dans l'ambiance musicale. Ça, vous allez me dire dans le chat, je sais pas, par exemple, on pourrait peut-être éventuellement en parler. J'ai trouvé que l'ambiance musicale du film était somptueuse. Le thème principal de Killers of the Flower Moon, il est constant dans le film. Si t'écoutes bien, du début à la fin, il est constant. C'est un thème qui est assez régulier, qui accompagne presque toutes les séquences. Et c'est exactement comme du Scorsese. On est sur des trucs un peu rock, blues, soul, enfin tu sais, une espèce d'ambiance musicale dans la bande originale qui Scorsese type, que tu peux retrouver dans Les Infiltrés par exemple, que tu pouvais retrouver dans Gangs of New York, enfin des choses comme ça, où très régulièrement, ouais, t'as un style, ou à la Irishman, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, et je parle de la musique, mais je peux aussi parler de la mise en scène, je peux aussi parler du style, des plans artistiques, de la manière dont il va être aussi un excellent directeur d'acteurs. Ça, Scorsese, c'est indéniable. Je veux dire, regardez le nombre de mecs aujourd'hui qu'il a été capable de diriger et qui sont devenus immenses grâce à lui ou avec lui. On peut prendre DiCaprio, mais imaginez un mec comme Adam Driver, parce que ça, si vous ne le savez pas, imaginez un mec comme Adam Driver qui, lors d'une conférence, se fait entendre dire par Scorsese lui-même qu'il est le meilleur de sa génération. Vous imaginez le flex pour Adam Driver? Mais Adam Driver a joué avec Scorsese. Et il a décuplé son talent aussi avec Scorsese. Donc, ah mais c'est ça qui est intéressant encore. Il prend pas des tocards. C'est ce que je dis. Hein, il y en a qui se transcendent avec Scorsese. Et il y en a qui se font découvrir avec Scorsese. Et il y en a qui étaient déjà confirmés, mais qui alors prennent une aura et une dimension qui chaque fois est différente avec Scorsese et qui sont capables d'être extraordinaires. Je vais prendre par exemple, ne serait-ce que le Loup de Wall Street. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec le jeu de DiCaprio, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je le trouve assez similaire au Loup de Wall Street sur certaines phases. La manière dont joue DiCaprio au début du Loup de Wall Street, assez naïf, véritablement amoureux, en quête d'argent, mais il se demande encore quelle est la nuance entre le bien et le mal, etc. Jusqu'au point où il va devenir le loup. Où alors là, il vrille complètement et là, on laisse tomber. Mais le début du Loup de Wall Street, le jeu de DiCaprio est très proche du jeu qu'il a dans Killers of the Flower Moon, justement par cette naïveté, une tendre et idiote naïveté, puisqu'on le voit que c'est quand même quelqu'un, il n'a pas inventé l'eau chaude, le garçon, il a l'air assez abruti. Pas un mauvais fond en soi, mais quelqu'un de totalement manipulable. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'ensuite ça va complètement différer des rôles qu'il fait avant. Voir un DiCaprio comme ça, on le voit pas souvent. Comme dans le Loup de Wall Street, finalement, il s'était transcendé avec Scorsese. Même si lui, c'était un acteur fabuleux au demeurant. Pareil pour Robert De Niro. Là où on peut prendre par contre Lily, alors c'est Lily Gladstone, je crois, qui a 37 ans. C'est un de ses premiers films. Il me semble que dans sa filmographie, il n'y a pas énormément de longs métrages, etc. Et c'est peut-être une des premières fois, vous me direz dans le chat si j'ai tort, mais c'est une des premières fois où on la découvre dans un film de cette ampleur-là. Elle, pour le coup, a été complètement sublimée par la caméra de Scorsese. Elle est sublimée par le moindre plan, par le moindre sens des dialogues, par le moindre discours, par le moindre savoir-faire de Scorsese pour faire en sorte que toutes ces histoires passent aussi par des dialogues. Certains trouveront peut-être ça interminable. Moi, je trouve que ça s'appelle du cinéma quand c'est écrit de manière aussi intéressante. Mais voilà, quand c'est écrit comme ça, je trouve que c'est fluide, ça va tout seul. Et puis, tu vois vraiment que on laisse la part belle aux acteurs. Et elle, justement, elle le fait beaucoup dans le non-dit, puisqu'elle parle pas tant que ça. Et moi, je trouve qu'elle a un truc dans le regard qui est éblouissant. C'est pour moi, vous me dites dans le chat pour ceux qui ont vu le film, hein, c'est pour moi le grand point fort du long métrage.
parce qu'elle a une tendresse, une douceur qui est la personnification de toute la dramaturgie du film. Quand tu vois tout ce qu'elle endure dans le film, par où elle doit passer dans l'émotion, le peu de moments de bonheur qui sont toujours ensuite recontrebalancés derrière par du chaos, par de la douleur, de la souffrance, de la peine, et où elle reste forte, elle reste droite, et où c'est difficile pour elle, et où il y a toujours cette espèce d'humanité, cette espèce d'émotion, de cette espèce d'amour qu'elle a quand même pour lui, qui est sincère malgré tout, etc. J'ai trouvé qu'elle était éblouissante. Je l'avais jamais vue avant, hein. C'est la première fois que je voyais un film avec Goldstone, et je trouve que c'est euh, prodigieux. Et là, c'est aussi parce que on a Scorsese derrière la caméra qui est capable de diriger des acteurs de main de maître. Après, DiCaprio, certaines phases, on voit un peu du Loup de Wall Street, mais même derrière, il est différent. Il fait quelque chose qui est de l'ordre du DiCaprio, c'est-à-dire être capable de se transcender, peu importe le rôle, parce que c'est un acteur extraordinaire. Là où, pour le coup, j'ai trouvé que De Niro était bon. Mais alors là, étant donné que là, on commence à discuter un petit peu Oscar, etc., on va rentrer dans le petit jeu, mais à mes yeux, Robert Downey Jr. n'est pas inquiété. Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, qui est, voilà, on met souvent les deux en concurrence, c'est pour ça que je fais la petite punchline, hein, mais il y en aura sûrement d'autres aussi qui ne seront pas à négliger. Robert Downey Jr., sortir d'Iron Man, il revient au cinéma, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait quelque chose, à part son documentaire où il discutait de la carrière de son père, que je vous incite à voir, hein, c'est sur Netflix et c'est génial. Euh, Robert Downey Jr. a une scène extraordinaire à la fin d'Oppenheimer. Et tout le long du film, il fait quelque chose qui est radicalement différent de tout ce qu'on l'a vu faire depuis des années et des années. De Niro est très bon, mais De Niro reste dans des choses qu'il sait faire. À partir de ce moment-là, pour moi, l'Oscar du meilleur acteur reste du côté de Robert Downey Jr. Mais sinon, voilà, Robert De Niro, qui est un des grands fidèles du cinéaste, c'est très fort. Encore une fois, j'aime beaucoup le fait que Jesse Plemons soit là, où lui aussi, je trouve qu'il a un don d'empathie. Alors pareil, vous me dites dans le chat, même dans Breaking Bad, ça se voyait que c'était un idiot endoctriné par, je crois que c'était son oncle aussi pour le coup, tu vois, ou des membres de sa famille. Mais tu sentais que c'était pas un malin, Todd, dans Breaking Bad. Mais d'un autre côté, il avait cette empathie. Il l'aimait assez profondément, Jesse Pinkman. Tu vois, il avait de l'empathie pour lui. Pareil pour Heisenberg. Ça se sentait que c'était pas un mauvais gars dans le fond. Juste un gars qui était perdu, quoi. Et il a toujours dans ce regard, dans l'attitude, une certaine empathie que j'aime beaucoup, moi, Jesse Plemons. Euh, c'est un des points forts d'El Camino. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé El Camino pour le coup. Mais c'est un des points forts d'El Camino. Euh, C'était pareil dans Affamé, où il était dirigé par Scott Cooper, qui avait notamment fait. Oui, c'est Scott Cooper hein, qui avait fait Les Brasiers de la Colère, je crois. Attendez, je vais vérifier. Je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble bien. Jesse Plemons. Voyons voir, affamé de Scott Cooper, évidemment, réalisateur des Brasiers de la Colère. Je l'ai trouvé incroyable. Et il a ce côté empathique aussi, dans Affamé, le soutien à la sœur, le rapprochement familial. Et là, c'est la même chose. Il est là et il y a une scène où, alors là, c'est DiCaprio est merveilleux, mais où là, tu sens qu'il laisse littéralement tout exploser dans sa palette de comédiens. Pour ceux qui ont vu le film, vous verrez de quelle scène je parle. C'est Jesse Plemons qui vient annoncer une nouvelle à Ernest, donc à DiCaprio, au moment où DiCaprio est en cellule. Ouais, il fait un passage en cellule et on lui annonce une nouvelle plutôt, disons, pas particulièrement joviale. À ce moment-là, autant la caméra et le regard du spectateur est vraiment braqué sur DiCaprio parce que forcément, là, il laisse échapper tout ce qu'il est lui, tout son talent de comédien, autant l'empathie, la poésie et la tendresse de Jesse Plemons m'a énormément plu aussi à ce moment-là, comme dans toute l'intégralité du film. Et c'est un acteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et alors, j'étais pas au courant parce que soit je m'étais pas suffisamment renseigné, soit j'avais laissé passer l'info. Attention, léger spoil de casting, mais enfin bon, d'un autre côté, vous êtes peut-être au courant parce que c'est pas forcément un spoil, hein, ça a été annoncé. Le plaisir de revoir Brendan Fraser après The Whale, même si c'est pas long, voir Brendan Fraser et là la direction d'acteur.
là, la direction d'acteur. Ah, moi, j'étais pas au courant, Corpo, parce que j'étais passé à côté de l'info. Alors, j'ai vu ça en surprise. J'entends Guillaume Orsat en VF. Alors, vous allez me dire, ah putain, t'es allé le voir en VF. Déjà, j'aime la VF. Donc, c'est typiquement le genre de film. Je serais allé le voir 2 fois en VF et en VO. Parce que je considère que c'est un film à voir en VO et en VF. Parce que j'aime beaucoup la VF, mais c'est aussi évidemment forcément à voir en VO. Mais bon, on est à Royan, des VO, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, j'avais la seule opportunité que je pouvais, c'était de le voir en VF. J'entends Guillaume Orsat, je me dis, tiens, je connais cette voix. Et là, direction d'acteur, capacité de Martin Scorsese à savoir qu'il a Brendan Fraser qui est en face de lui et qu'il faut lui mettre la caméra braquée sur lui pour qu'il emporte tout le spectateur sur un plan fixe. C'est un plan qui va justement montrer une salle d'audience et Brendan Fraser qui va se lever et qui va intégrer le plan. Comme si en fait il prenait totalement le contrôle du plan, comme s'il prenait totalement le contrôle de toute la salle et il prenait le contrôle aussi de la salle du cinéma, du spectateur, pour se magnifier, se sublimer. En plus, il est assez brut de décoffrage. C'est une séquence où Brendan Fraser, il est très grandiloquent. Enfin, c'est un avocat, hein, donc forcément. Et j'ai trouvé que cette manière de filmer était tellement simple en soi, mais tellement brillante pour magnifier le fait que Brendan Fraser arrive dans le film. Et quel plaisir de le revoir là-dedans, quoi. Quel plaisir de le revoir là-dedans, parce que c'est après tous les tumultes qu'il a eu. Là, il était avec Aronofsky, il arrive maintenant avec Scorsese. Enfin, ça doit lui faire un bien fou, quoi. Et merci, mon Arizona, encore pour les 100 bits. Tu es sûr que c'est Adam Driver? Il a dit pareil pour Andrew Garfield pendant la promo de The Irishman. De toute façon, les deux ont joué dans Silence de Scorsese. C'était sur, c'était sur Adam Driver, ouais. Ça doit pas être le même Arizona, hein. Ça doit pas être la même vidéo qu'on a regardée, mais c'était sur Adam Driver, mais c'était très récent. Ce que je disais sur Adam Driver, c'était très récent. Peut-être qu'Andrew Garfield, il l'a dit plus tôt, hein. Andrew Garfield, qui est un très bon comédien aussi, on l'a vu sur Silence, et puis on l'a vu sur Tu ne tueras point notamment. Et puis attends, Arizona, je sais que tu es un gros fan d'Andrew Garfield, donc je te, je t'apprendrai rien, mais c'est un très bon comédien. Et c'est là où tu vois, voilà, l'un des savoir-faire de Martin Scorsese que j'ai énormément apprécié dans l'œuvre, qui est de l'ordre de la direction d'acteur, de savoir comment piocher à chaque fois les émotions des comédiens, pile quand il le faut, un maître dans l'art de savoir prendre le temps, de magnifier son scénario, le moindre de ses dialogues, et de faire apprendre des choses aussi aux spectateurs sur les tribus, notamment amérindiennes. Alors là, je sais pas pourquoi le nom m'échappe à chaque fois. C'est les... Vous allez me redire dans le chat. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, hein. Alors, ça veut pas rester. Les Osages. Je crois que c'est les Osages. Redites-moi, j'ai vraiment pas envie de dire de conneries là-dessus, mais je crois que cette tribu, c'est la tribu des Osages. Et on parle effectivement de secteurs, à mon avis, bon, Centre-Amérique, puisque plusieurs fois on va citer Fairfax, on cite Denver, on cite Colorado Springs. Savoir que dans le Colorado, il y avait beaucoup de, je crois, d'Apaches et de Comanches. C'est vraiment des endroits des États-Unis où il y avait une présence de tribus amérindiennes assez énorme. Et je crois que là, c'est les Osages. Et, et moi, je trouve ça intéressant de voir Scorsese être capable d'aller à chaque fois dans des sujets différents et de faire en sorte d'être un petit peu une leçon cinématographique, mais une leçon d'apprentissage aussi. Il y a toujours une morale, il y a toujours une leçon à en tirer, il y a toujours une défense, une prise défensive, notamment sur des sujets comme ça, il y a toujours une défense derrière. Là, on sent que c'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur et on apprend des choses avec lui. On apprend des choses avec lui et on va être vraiment inculqué dans ces tribus-là, on va être vraiment projeté là-dedans, à travers justement la séquence d'introduction, le plan final qui est un plan qui est assez fort. Je ne peux pas évidemment le dire pour éviter les spoils, mais assez fort en symbolique. La séquence juste avant le plan final, enfin voilà, tu te dis qu'à un moment donné, en fait, tout le film en était arrivé là et c'est tellement malin et intelligent d'avoir géré ça de cette manière. Non seulement pour nous montrer la manière dont c'était fait dans ces années-là, de pouvoir gérer, entre guillemets, une émission de télé ou de radio, je sais pas exactement, mais quelque chose dans ce genre-là. Et en plus, derrière, la présence de... Je dirais rien pour éviter les spoils, évidemment, mais de vous savez qui va clôturer le truc, les derniers mots, les dernières paroles. Tu sens que ça lui tient à cœur, tu sens que c'est un sujet qui pour lui est important, qu'il y a
bah, une volonté de donner un peu de son âme, de donner un peu de sa personne là-dedans pour le faire. Il va être pas mal justement dans le contemplatif aussi pour pouvoir montrer les environnements, la dégradation faite par l'homme blanc vis-à-vis de ces choses-là. Alors on y va très difficilement, mais en même temps, il faut savoir que c'était une période qui a été horrible pour les tribus amérindiennes, mais c'est vrai que Scorsese est très porté sur le, sur le fait de justement de ne pas montrer uniquement les, 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 les génocides, les choses comme ça, ou tous ces sujets qui ont été déjà prononcés, mais là, quelque chose de beaucoup plus intimiste. Parce que là, on est sur une autre forme de génocide, mais beaucoup plus délicate, parce que ça parle aussi de mariage, des femmes, justement, indiennes, amérindiennes, qui se mettaient avec l'homme blanc, etc. Enfin, il y a des sujets qui sont très forts, psychologiquement, humainement, émotionnellement parlant. Et le travail sur l'humain, justement, est fort aussi vis-à-vis de Scorsese. Ça, c'est quelque chose qui fait assez naturellement aussi, par le biais de ses dialogues, par le biais de ses cadrages ou tout simplement de son histoire. Mais le point de vue sur l'humain, toute la dramaturgie qu'il va y avoir sur les choses qu'il faut faire et ne pas faire, et la dualité avec DiCaprio entre son amour véritable et puis ce que son oncle lui demande de faire, et puis toutes les choses sur lesquelles il va devoir se repentir et la douleur qu'il va y avoir derrière, etc. C'est quand même des sujets qui sont très très lourds à développer, hein. Il y a aussi l'acteur qui joue Foggy Nelson. Alors, il n'a pas un dialogue. Ça, c'est vrai. L'acteur qui joue dans Daredevil, qui joue Foggy, est présent dans Killers of the Flower Moon. On doit le voir 3 fois et je crois même pas qu'il ait je crois pas qu'il ait une ligne. Et en fait, pendant tout le film, je me suis dit putain, mais c'est qui lui déjà? Mais je suis sûr d'avoir déjà vu, putain, mais c'est qui lui? Alors là, il a les cheveux un peu plus longs, une barbe et tout, mais alors il a pas de dialogue, hein. Pas une ligne de dialogue, il est vraiment là en sparring partner. Mais bon, il est là quand même. Après, là, ça va essentiellement tourner quand même autour de Molly et Ernest. Leur relation, leurs déboires, les dérives de tout ça. Tout ce que va faire Ernest dans le dos justement de sa compagne et toutes ces choses où toi, en tant que spectateur, t'es forcément pris à partie. C'est un film qui est... comment dire euh, comment ça s'appelle déjà ça dans le jargon filmique? Euh, j'ai plus le nom, mais c'est un film qui nous force à faire un choix, qui prend à partie véritablement le spectateur. Et, et ça te laisse pas indifférent. Ça laisse pas indifférent. Mais parce qu'il prend le temps de faire les choses. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, voilà, sur la période de Talk, alors qui n'était pas en rediff parce qu'on parlait d'un petit peu tout. Mais là, justement, je peux le redire. Bon, le film apparemment fait un bon démarrage. Ce serait le meilleur démarrage actuellement pour un Scorsese depuis Shutter Island. Donc c'est bien. C'est un film qui trouvera, à mon avis, son public. Maintenant, je constate quelque chose, c'est que moi, dans ma salle, c'était une petite salle. Alors, difficile aussi pour un film d'exister de 3h30, sachant que bah, 3h30, si on y réfléchit bien, tu peux pas mettre beaucoup de séances au final par jour. Tu peux mettre une séance à 14h, mais tu arrives 17 à 17h30, donc bah, 17, 20, 21. Tu n'as pas l'opportunité sur un film de cette durée-là de pouvoir diffuser autant de séances qu'un film d'1h30 ou de 2 heures, où là, dans une seule salle, tu peux en mettre plusieurs. Moi, je sais que par exemple, dans mon cinéma, Killers of the Flower Moon était présent dans 2 salles. Rien que pour permettre de pouvoir le diffuser 3 fois en une journée. 14h, 16h15 et 20h. Tu peux pas le diffuser à 21h parce que 22h, 23h, minuit, minuit et quart, minuit et demi, les cinémas en général sont fermés à minuit. En tout cas, dans des cinémas de la région, comme chez moi, je sais que dans des Kinépolis ou dans des Gaumont ou dans des cinémas qui font des séances à 22h30, c'est pas la même chose. Je sais pas si Killers of the Flower Moon d'ailleurs sera diffusé à 22h30 dans ces cinémas-là, parce que 23h, minuit, 1h, tu sors, il est 2h du matin. C'est possible après tout. Mais voilà, on est dans un film qui est long, qui nécessite plusieurs salles pour pouvoir être diffusé. Donc c'est très bien. Raison de plus pour dire que c'est très bien d'avoir un très bon démarrage, parce que c'est pas forcément évident pour un film de cette durée. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que lors de ma séance, on devait être une quarantaine, et ça faisait quasi salle comble, hein, puisque c'était une petite salle. Il y a 7 8 personnes qui sont parties, qui ont quitté la salle. Alors, au début, je regarde, allez, il y en a un qui s'en va là.
Je me dis, bon, c'est peut-être la pause pipi, il revient, d'accord. Puis il y en a un autre qui s'en va, et lui, il revient pas. Puis après, il y a un couple qui s'en va, puis après, il y a un autre couple qui s'en va, et encore un autre couple qui s'en va. Et là, tu te dis, putain, ça fait 7 8 personnes quand même qui ont quitté la salle. Et c'est là que je suis hyper triste pour le cinéma. Je suis hyper triste pour l'avenir du cinéma, et je suis hyper triste pour Scorsese, parce que rien que pour moi, c'est un manque de respect envers le réalisateur et envers le cinéma. C'est voilà, c'est même quelque chose, moi, sur des gros nanars, comme j'ai pu voir 65 ou Expendables 4 là récemment, qui est une daube, probablement l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Et Dieu sait que pourtant il y a de la concurrence. Et d'autres comme ça où je me dis, bah non, je reste quand même parce que je me dis, sur un malentendu, on sait jamais. Et là, de se dire que tu vois, t'as certaines personnes qui littéralement quittent un film à la moitié, ça fait mal au cœur parce que c'est un film qui prend son temps, mais l'histoire est tellement intéressante, tellement riche sur justement tout ce jeu de dupes, sur toutes ces tromperies, sur tout cet amour, sur tout ce chaos qui a fini par dévorer complètement les tribus amérindiennes, sur l'importance du pétrole, de l'argent, de ces États-Unis des années 30, du retour aussi bah, de certains comme Ernest, le personnage de DiCaprio, qui revenait de la guerre, lui de son côté. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement de sujets en un que je ne comprends pas qu'on puisse quitter un film comme ça, hormis... Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse quitter un film comme ça au bout d'une heure. Parce que le pire, c'est que les gens étaient partis relativement tôt, hein. Au bout d'une heure et demie. Parce que je vois pas où, vraiment là où tu peux te dire, j'en ai pas eu pour mon argent. Dans le sens où, à quoi on s'attendait avec un film de 3h30 de Scorsese, qui s'appelle Killers of the Flower Moon et qui parle justement des tribus amérindiennes. Que pouvaient aller voir les gens? Quelle était l'intention première des gens pour qu'ils soient déçus au point de se barrer en se disant, bah, tu t'es tiré du film et tu t'attendais à quoi? Enfin, je vais sur un film comme ça, c'est. Et tu vois, j'ai du mal à me dire, alors, au vrai, respecte-le, c'est peut-être que c'est pas trop leur délire, etc. Ah ouais, mais si c'est pas ton style filmique, tu vas t'infliger 3h30 de. Enfin, je comprends pas. Et je vois pas là à quel moment tu peux t'attendre à de l'action non plus, quoi. Je veux dire, globalement, des séquences fortes, il y en a quand même quelques-unes, hein, notamment une séquence d'explosion qui est hyper bien filmée, parce que c'est là où DiCaprio va vraiment commencer à se décomposer en voyant ce qui se passe, et où tu te rends compte de l'horreur de la situation. C'est là aussi où Lily Goldstone m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Je sais qu'il y a un plan en plongée directement sur elle, où on la laisse vraiment s'exprimer sur un hurlement, puisqu'il y a un événement épouvantable qui se passe, et où il y a tout un tas de membres de sa famille qui sont autour, qui savent même pas comment l'aider. Tous les cris, les hurlements, les douleurs, les pleurs. En fait, tu es véritablement avec elle. C'est pour ça qu'elle m'a profondément touché. C'est que c'est un film où tu es avec elle systématiquement. Tu vis le film à travers ses yeux. Tu vis le film à travers toutes les dérives qu'il va y avoir et à travers tous les déboires qu'elle a. Et plus juste, et c'est ça aussi l'une des forces de la mise en scène de Scorsese, plus le temps passe, plus tes épaules deviennent lourdes. T'es là et tes épaules, elles deviennent lourdes et ça devient difficile de regarder le film parce que tu prends tout ce qu'elle prend, elle, sur les épaules. Et t'as qu'une envie, c'est qu'ils se fassent pincer les autres et puis putain, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Mais tu sais, t'es là, tu te dis, oh là 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 là, comment tu arrives à être plus forte que tout ça? Et l'actrice le joue merveilleusement bien. Donc c'est hyper intéressant je trouve, de réussir à gérer ça. Vraiment hyper intéressant d'avoir réussi à gérer ça de manière aussi intéressante, de manière aussi belle, de manière aussi forte. Et c'est ça qui fait pour moi le chef-d'œuvre de Scorsese. Maintenant, c'est vrai que je suis très surpris que des gens quittent la salle parce que il n'y a pas erreur sur la marchandise. Tu vas voir un film qui dure 3h30, tu y vas sciemment, tu sais que le sujet va être assez délicat. Qu'est-ce qui fait que voilà, tu puisses délibérément te dire oh vas-y c'est chiant, je me casse. C'est pas pour moi ça a un manque de logique constant quoi. Dans Killers of the Flower Moon, j'ai reconnu un acteur qui a 30 secondes de temps d'écran dans un des Amazing Spider-Man 2. Je me fais peur mentalement, je t'envoie la photo sur Discord. Attends, j'ai regardé ça, Arizona. C'est vraiment Amazing Spider-Man 2. Si c'est que 30 secondes, je l'aurais probablement pas. Ah, je peux pas l'ouvrir, Arizona. Malheureusement. Alors attends, j'essaie encore une fois. Ah non. Non, je peux pas.
Elle veut pas l'ouvrir. Essaie peut-être de faire une capture d'écran et de me l'envoyer directement en photo normale. Parmi les gens qui sont dans le chat, combien vous metteriez au film? Parmi ceux qui l'ont vu, évidemment, hein. Je sais que Papy l'a vu, Arizona l'a vu, Corpo l'a vu, Aliro, je crois, m'a dit qu'il l'avait vu aussi. J'avais vu une note de 8 sur 10. Je sais plus si c'était Arizona ou Aliro qui avait mis 8 sur 10. Mais non, je l'ai pas vu, moi je savais juste pour phraser. Ah d'accord, tu l'as pas vu, Corpo. Alors je te le conseille beaucoup, hein, parce que ça montre énormément le... On est à la fois, et c'est ça qui est intéressant quand on regarde cette photo, on est sur le pire et le meilleur visage de l'humanité. Le meilleur et le plus beau visage de l'humanité, c'est Molly. C'est doux, c'est attaché à la famille, à ses valeurs, à l'amour, aux choses simples. Et derrière, on a DiCaprio. La bêtise. Alors, il est plus nuancé que De Niro, qui est vraiment, lui, un sale enculé hein, dans le film. Mais lui est plus nuancé parce qu'il y a une part d'amour qui est vraiment sincère pour Molly. C'est un amour qui est indéfectible. Mais il est tellement endoctriné par De Niro et il est tellement stupide et naïf que bah, justement ça va montrer tous les problèmes en fait que bah, va continuer à avoir l'humanité et le pire visage de l'humanité, tout ce que l'humanité, tout ce que l'être humain peut faire de plus horrible, la cupidité, l'appât du gain, l'argent, le meurtre, les magouilles, la trahison, toutes ces choses-là, c'est totalement le personnage de De Niro qui est vraiment, vraiment... Alors, comme je l'ai dit, hein, qui fait du De Niro, en tant qu'acteur, en tant que performance d'acteur, il est dans un jardin, parce que De Niro, il est super quand il fait ça, mais le personnage est vraiment très, très, très particulier, et le personnage est d'une atrocité, d'une roublardise, d'une sans foi ni loi, cupide, etc., qui est absolument détestable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois d'un côté comme de l'autre le meilleur et le pire visage de l'être humain. Ah oui, d'accord. D'accord, oui, bah c'est un rôle très important dans le film Arizona. Je savais pas qu'il était dans Amazing. Ah oui, bah si, bah là oui, oui, ouais, là, comme ça je vois bien par rapport à à Scorsese. Moins par rapport à Amazing Spider-Man 2, mais oui, non, bah, il a un rôle qui est important là-dessus. Et ça permet aussi de penser au second rôle. La plupart des second rôles sont très bons aussi, hein. La plupart des second rôles sont vraiment juste, minutieux. De temps en temps, tu reconnais quelques acteurs que tu as déjà vus. Je parlais encore une fois de Brendan Fraser. C'est un rôle presque tierce parce qu'on le voit assez peu, mais il a une telle attitude, une telle profondeur dans la grandiloquence lui aussi, hein, qui est cupide et bouffé jusqu'à la moelle par le système et puis par les magouilles et compagnie, mais c'est c'est vraiment ouais, un film qui est complet, c'est une leçon. C'est une leçon, c'est assez poétique malgré tout, légèrement teinté d'espoir sur le final, mais vraiment léger, parce qu'on se rend compte quand même que le mal est fait, et malheureusement, il y a des mots aussi qui sont inéluctables, comme le dirait notre bon vieux Thanos. Mais non, c'est une leçon de cinéma. Enfin, c'est- on peut dire ce qu'on veut de Scorsese sur ses prises de position, les trucs comme ça, le fait que quand il est aux Oscars, il dorme devant Eminem. Ça, c'est pareil, hein. Bon, ça dort devant Eminem. Moi, de mon côté, je l'ai toujours de travers. Maintenant, je vous le dis. Tu t'endors devant Lose Yourself d'Eminem, c'est un peu compliqué, mais on lui pardonne derrière. Parce que c'est un gars qui est tellement fort. Quand tu imagines quand même que Scorsese, la filmographie qu'il a, tu vas pas regarder Silence de la même manière que tu vas regarder Killers of the Flower Moon, mais tu regarderas pas The Irishman de la même manière que tu vas regarder Le Loup de Wall Street. Et puis tu regarderas pas que la même manière qu'un autre film, qu'un autre film, et il a une cinématographie maintenant, lui, qui est hors du commun, qui est capable de s'adapter à peu près toutes les histoires, qui est capable de s'adapter à peu près toutes les époques aussi. Peu importe l'époque, peu importe le style, il est capable justement d'apporter sa patte
mais en prenant en compte ce qui se fait et le sujet qu'il est en train de traiter. Il le prend toujours extrêmement au sérieux. Et voilà, c'est un mélange de contemplatif, mais de toujours avec ce côté un petit peu rock blues musical qui te dit à tout moment, en fait, ça peut partir. Enfin, c'est violent dans les propos, c'est violent dans les propos, c'est violent dans les, dans certaines séquences, dans l'acting des comédiens, dans la manière dont il les dirige, dans les dialogues. C'est une violence assez poétique, quand même, parce que par rapport à ces tribus-là, on est obligé de le spécifier. Mais oui, non, c'est vraiment assez étonnamment. C'est un film où il y a beaucoup à dire, mais tu peux résumer ça en leçon, quoi. Parce il est capable de, sur n'importe quel moment, prendre le spectateur en lui disant, tu vas pas ressortir, tu seras pas le même. Tu vas sortir de la salle, tu seras pas. Si le film t'a embarqué, tu ressortiras pas forcément pareil à la fin. Alors je sais pas si c'est le meilleur Scorsese, moi vous savez que je suis pas trop porté sur les quel est le meilleur, quel est le moins bon, mais c'est très fort. C'est très fort. Et ça fait déjà 40, putain c'est passé vite. La scène qui m'a le plus marqué c'est quand DiCaprio se lâche. Alors laquelle? Arizona. Parce que pour moi il y en a deux. Il y a une séquence où il est assez énervé envers sa femme quand il lui dit, écoute, à un moment donné, tu vas pas pouvoir faire tes rituels et penser à tes totems toute ta vie, il va peut-être falloir que tu prennes ton insuline. Sa femme est atteinte de diabète en plus, donc ça c'est un des points importants du film. Il y a l'autre qui est la scène de la cellule. Et là, dans ces séquences-là, puis il a toujours, en fait, ce qui est intéressant avec DiCaprio, c'est il joue toujours comme ça. Là, il a vraiment une gimmick de mâchoire carrée, serrée, vraiment Amérique profonde. Il est pas illettré, hein, mais il a du mal à lire, etc. Tu sens que c'est le bon Américain, le bon colonisateur, quoi. Et, euh, et il joue très très bien la naïveté, quoi. Alors Damien Whittaker en VF est fabuleux aussi, hein, mais il joue très bien le mec totalement naïf, et en fait, à chaque fois que l'oncle va lui dire un truc, lui, il est là en mode ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, exact. Quand Jesse Plemons s'annonce à. Oui, bah cette séquence-là est fabuleuse. Et c'est là que tu vois Arizona aussi, le talent de la mise en scène, comment arriver dans la gênance derrière, c'est De Niro. De Niro qui arrive à la fin de cette séquence-là, puant d'hypocrisie, Tu sais même pas au final. Tu sais même pas s'il a pas un petit peu de peine ou pas du tout, ou si pour lui c'est juste naturel dans l'ordre des choses. C'est assez nuancé au final. Alors, le personnage de Niro est pas très nuancé sur la forme, parce que c'est une vraie saloperie. Mais sur le fond, on peut pas se dire, on peut peut-être se dire à un moment donné, est-ce que ces mensonges, il a fini par y croire? Et se dire, ah non, non, mais moi, je veux que leur bien, je pense juste à moi avant tout. Tu sais, il y a des choses comme ça où tu te dis, tout est évidemment calculé et préprogrammé, mais sur certains cas de figure, tu vois, j'ai été gêné sur cette séquence-là parce que je me dis, t'es vraiment un salopard en plus de venir et de t'accaparer ça et de donner ton soutien à DiCaprio alors que techniquement, t'es vraiment un artisan du mal. Mais est-ce que tu le penses pas un peu quand même? Est-ce que t'es pas un peu triste et que dans ce cas-là, c'est encore plus abstrait et c'est encore plus riche, quoi? Alors là, c'est que des théories, je pense que n'importe qui pourrait voir la chose différemment, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Quelle heure il est? 22h07, on va faire 6 minutes de questions-réponses. Alors, il n'y a pas grand monde dans le chat, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Parce qu'au final, il y aura eu que Arizona, Corpo et un peu Papy tout à l'heure qui ont participé au débat. Donc je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui l'ont vu ou qui comptent l'aller voir. Aller le voir, pardon. Mais c'est vraiment un très très bon film. Je sais pas, par exemple, Arizona, s'il y a des points sur lesquels on aurait pu potentiellement revenir que j'ai oublié. Euh, Mais en tout cas, oui, c'est un film qui est, voilà, c'est une leçon de cinéma. C'est comme assez souvent hein, avec Scorsese. Et le rythme. Le rythme, c'est aussi quelque chose dont je voulais discuter avec vous. Ça passe vite. On s'ennuie pas du tout. The Irishman était passé un peu plus lentement, par exemple. Quand j'avais vu The Irishman, j'avais trouvé ça très bon.
Alors, j'avais senti le temps passer un petit peu plus. Là, honnêtement, t'es dans la salle. J'étais tellement pris dans l'histoire. euh, je... J'étais tellement embarqué jusqu'où ça pouvait aller dans le vice et dans les faits de vie, parce que Scorsese est un maître aussi dans l'art de retranscrire des tranches de vie, finalement. Je veux dire, c'est beaucoup ça un petit peu partout. C'est des tranches de vie et des évolutions de vie. C'est rare de voir un film de Martin Scorsese où globalement un personnage commence à un point A et termine à un point A. En général, il va passer par B, C, D, E, F. Il arrive à Z, sauf s'il se fait buter avant. C'est possible aussi avec Scorsese. Mais il y a toujours des évolutions. Et là, voir l'évolution, bah, notamment d'un mec comme Ernest, ou même l'évolution de leur relation, et de voir jusqu'où De Niro il est capable d'aller dans l'horreur ou des choses comme ça, bah, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Et ça, il le fait tellement bien. Il le fait tellement bien, Scorsese. Si tu devais lui mettre une note, genre sur Letterboxd, sur 5, je lui mettrais, pour l'instant, on va dire un bon 4. Un bon 16 sur 20. Oui, même entre 4 et 4,5. Il y aura une soirée Letterboxd la semaine prochaine, d'ailleurs, Corpo. Je fais Spider-Man lundi, Spider-Man mardi, Spider-Man mercredi après-midi, et mercredi soir, il y aura une grande soirée Letterboxd. Donc save the date si jamais vous voulez venir. Mais on fera une grosse soirée Letterboxd mercredi soir. Donc il y aura 4 lives là pour terminer, parce qu'après on relivera pas avant le 7, hein. On n'aura pas live avant le 7 novembre après, donc forcément il faudra que je charbonne jusqu'à mercredi. Il n'y aura pas de live pendant 15 jours. Enfin, techniquement, si, il y aura des lives quand je serai à Albuquerque. Pour ceux que ça intéresse, mais ça, vous aurez une vidéo. C'est-à-dire soirée Letterboxd. Bah, en gros, je vais sur le site Letterboxd et vous me donnez des films. Moi, je les note. Alors, je mets une petite phrase à la con, histoire de rigoler, tu vois. Je mets une petite phrase. La plupart du temps, c'est des petites phrases un peu ridicules. Mais je les note avec une vraie note que je considère être la vraie note de ce que je pense du film. Et en fait, bah, soirée Letterboxd, c'est un truc qui vous plaît plutôt bien. C'est pendant 1 à 2 heures, on fait des films, on les note. Je pense à des films, je les note, etc. Et c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool parce que c'est libre à vous de me donner tous les films possibles et imaginables. Et puis du coup, bah, moi, je vous dis ce que j'en ai pensé si je les ai vus. Et puis après, moi, je note les miens. On en a fait déjà quelques-uns, hein. Mais oui, je mettrais entre 4 et 4,5 sur 5. Ah, trop bien, j'avais pas pu assister au dernier live, j'avais pas trop suivi. Bah, on l'a fait que 2 fois, hein. Le Letterboxd, on en a fait une fois la semaine dernière, on a fait une fois pour le live des 30 heures, et ça a vraiment bien plu, hein. On est à entre 50 et 80 spectateurs, en moyenne une soixantaine de spectateurs quand on fait ça, donc c'est plutôt une bonne moyenne. Là où je me pose beaucoup de questions, c'est comment ça se fait qu'on est si peu sur les critiques de films. Sur YouTube, on avait terminé en étant 100, 200, ça dépendait des films, mais il y avait des moments quand même où on était capable d'avoir un petit peu de monde. Là, on a fait Killers of the Flower Moon, on a fait The Creator, on avait fait même Oppenheimer, etc. Et ben, ça m'étonne en fait qu'il y ait si peu de gens qui soient présents et qui participent sur les lives. Parce que c'est pas que Killer of the Flower Moon, un corpo, c'est que vraiment, je pensais que les gens seraient contents parce qu'ils se diraient, bah en fait c'est exactement comme sur YouTube. Je lis le chat, on parle du film, c'est les mêmes lives que sur YouTube, sauf que c'est sur Twitch. Et visiblement, ça a pas l'air de beaucoup matcher. Alors que pourtant, c'est un peu plus intéressant parce que là, on a la belle photo du truc. Enfin, l'habillage est quand même un peu plus fluide et un peu plus intéressant que ce que je faisais sur YouTube. T'en as fait la promotion sur Instagram? Oui, j'avais mis sur. Bah, de toute façon, j'avais mis en début de semaine sur Insta, sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook le planning où j'avais dit que je ferais la critique aujourd'hui à 21 h. Donc, ce qui est étonnant parce qu'on était 60 tout à l'heure. Alors moi je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais les gens vont finir par arriver. Et puis ça va venir un petit peu au compte-gouttes. Et bah voilà, les gens commencent à arriver à 21 h parce qu'on va parler du film. Et en fait, non, c'était parce qu'on était dans du talk classique. On est monté à 60 et on est redescendu à 30 dès que j'ai parlé du film. Alors il y a beaucoup de gens comme madame qui m'ont dit je voulais pas me faire spoil, etc. Bon, ça je peux comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont annoncé direct. Mais bizarre qu'on soit si peu, parce que j'imaginais quand même un petit peu plus, moi, sur les critiques de films. Bah, peut-être pas une centaine de personnes sur Twitch, mais pas forcément loin, quoi.
Jesse Plemons dans Fargo aussi, bah, il a une carrière. On en parle assez peu, mais il a une carrière qui est très fournie. Et c'est, à mon avis, quelqu'un qui choisit ses rôles et qui les choisit bien. On le voit très peu dans des choses assez moyennes. C'est. Et bim, d'un coup, hop, Scorsese, c'est d'un coup. Euh, Gilligan, et puis hop, Scott Cooper. Enfin, il est dans des projets qui sont toujours de qualité, quoi. Comment on fait pour se connecter sur Letterboxd? Tu te crées un compte. En fait, tu vas sur Letterboxd, il y a un D après, hein, c'est peut-être pour ça que t'as pas trouvé. Mais tu notes avec un D Letterboxd et tu t'inscris, tu fais ton compte. Et à partir du moment où tu fais ton compte, tu peux noter et faire des critiques de tous les films. Littéralement tous les films et les mini-séries. Mini-série, donc c'est-à-dire série en 6 épisodes, par exemple, d'une seule saison. Mini-fiction. On va dire mini-série fiction, quoi. Mais c'est... non, c'est vraiment un film qui mérite d'être vu. Pareil, en termes de plan, simplement de filmographie, d'ambiance. Je parlais de l'ambiance musicale, mais l'ambiance visuelle, esthétique, elle est fabuleuse. La reconstitution au niveau des costumes, des décors, de, 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 la juxtaposition entre le nouveau monde moderne, ce qu'ils appellent le fantastique 20e siècle, et puis les tribus. Enfin, il y a vraiment un savoir-faire qui est énorme. Il y a un savoir-faire qui est énorme. Et ouais, ils misent beaucoup sur des décors évidemment naturels, beaucoup de choses ultra élégantes à regarder d'un point de vue visuel. Chaque plan est... Il y a beaucoup de... Ah, non, peut-être pas tant que ça, mais on insiste beaucoup sur les corps. Il y a beaucoup de plans sur le proche des corps. On insiste beaucoup sur les corps, notamment quand Molly est malade, corps en transpiration, en sueur. C'est un film qui suinte un petit peu pour montrer aussi la difficulté de, de, de ce qui se passe narrativement. Si, il y a beaucoup de gros plans, ou plans au moins rapprochés sur DiCaprio. Enfin, c'est fort, hein. Fargo, il y a quand même Bob Odenkirk, Jesse Plemons, Martin Freeman, Ewan McGregor, Kirsten Dunst, John Hamm, Bruce Campbell dans la même série. Kiss Carradine, ouais. Alors Ewan McGregor, je me rappelais plus. Après Fargo, Fargo. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup regarder. Je sais qu'il est dans Fargo, Jesse Plemons, et je sais que j'en ai entendu du bien. Faudrait que je m'y attelle un peu plus. Je me demande si c'est pas là qu'il a rencontré Kirsten Dunst. Parce que il me semble, papy, je crois qu'on en avait même parlé il y a pas longtemps en live. Jesse Plemons est en couple, je crois, avec Kirsten Dunst. Alors ça c'est peut-être possible qu'ils se soient rencontrés sur le tournage. John Hamm, ça je savais. John Hamm qui est un acteur fabuleux aussi, hein. Ah lui il a une gueule déjà, il a vraiment un physique et c'est un acteur qui est quand même très chevronné, hein. Donc non, non oui c'est très fort. C'est globalement très fort et c'est un film voilà, qui mérite d'être vu. Papy, tu lui mettrais combien sur 10 à Killers of the Flower Moon? Salut mon Finchy, comment ça va? Par curiosité, tu lui aurais mis combien? Ah, tu l'as pas vu, papy? Ah, mais j'étais convaincu que tu l'avais vu. Parce que quand on a parlé sur Insta, tu m'avais dit ouais, Jesse Plemons, c'est incroyable, machin et tout. Et j'étais en mode ah ouais, donc c'est qu'il l'a vu dinguerie, tu vois. Ah d'accord, donc je pensais vraiment que tu l'avais déjà vu, ouais. Bah non, non, bah c'est super, bah vas-y alors. Ah, mais alors en fait, dans le chat, à part Arizona, personne ne l'a vu. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand monde. C'est qu'en fait, personne ne l'a encore vu, le film. Alors, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont en lurk ou qui n'ont pas trop osé marquer un message, mais dans le chat, est-ce que des gens l'ont vu à part Arizona, le film? Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup débattu avec Arizona, mais si on n'est que deux à avoir vu, bah alors là, ouais, dans ce cas-là, ouais, bah, il faut avoir le temps. Après, bon, voilà, faut pouvoir prendre le temps hein, de regarder un film de 3h30 aussi.
Je suis là, je l'ai vu, je parle pas beaucoup, désolé. Bon, ça fait au moins deux. Ça fait au moins deux. Ouais, non, parce que je me dis, c'est bizarre, on n'était pas. Après, bon, il n'y a pas de. Il y a pas de problème. Mais j'étais en mode, ah merde, mais je pouvais comprendre en fait que j'avais pas eu beaucoup de notation. C'est que quand on fait des lives comme ça, on est un peu plus nombreux parce que justement, bah, il y a au moins des gens qui ont vu l'œuvre. Mais alors là, effectivement, si personne ne l'avait vu, c'est compréhensible. Je l'ai mis dans ma liste, mais j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça me tente bien. Il faut y aller, il faut y aller, hein. Je l'aurais déjà vu si j'avais pas un ciné de merde, mais Mardi Pro, normalement. Oui, bah. Après, dis-toi un truc, Corpo, c'est peut-être pas uniquement la faute du cinéma, hein. Si t'as un petit cinéma de quartier ou de petite ville, à deux trois salles, c'est compliqué parce que le film dure 3h30. Et forcément, bah, c'est sacrifier beaucoup d'autres projections. Donc peut-être qu'ils se disent que bah, malheureusement, s'il y a beaucoup de films, ils sont obligés de gérer en fonction du nombre de... Alors après, s'ils ont 6, 7, 8 salles, il n'y a plus d'excuses, hein. À partir de 6 salles, tu peux te permettre. Mais si c'est dessiné que d'une salle ou deux, c'est pour ça que j'ai rien dit pour Boys Afraid, mais un Scorsese avec De Niro, DiCaprio, etc., ça craint. Et oui, 6 salles, oui, donc oui, ça craint juste alors. Même Boys Afraid, ils auraient pu, parce que quand même, avec Joaquin Phoenix, maintenant, t'es obligé, hein. Mais non, oui, ça craint quand même. Ça craint quand même. Comment il va, mon Ace? Comment va le Moody? Comment ça va? Est-ce que t'es allé le voir, le film, mon Ace? Le retour du King, le retour de ce bon vieux Martin, comme on l'appelle dans le milieu. On a répondu à la question en or, est-ce que Martin Scorsese aujourd'hui fait des meilleurs films que Captain Marvel et Ant-Man 3? La réponse a été dure, mais je pense qu'au bout d'une heure 47, on est capable de dire que oui, assez étonnamment, que non, non, c'est plutôt pas mal. Pas eu le temps encore, je suis allé voir la Patte Patrouille 2 à la place. Ça, on sent qu'on a fait plaisir aux gamins. Je peux pas t'en vouloir, je pense qu'à mon avis, ça a fait plaisir aux petits. Et là, tu sais, t'as Ace Woody qui me dit ah, non, non, moi, la Patte Patrouille, ça me rappelle beaucoup le travail des frères Wayans, en particulier dans la manière dont ça part sur du doggy style. Non, non, je te le dis. Non, non, vraiment. Donc, c'est vraiment. Non, 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 j'adore ça. Ça me rappelle un petit peu le meilleur de Scary Movie. Donc, non, non, la Patte Patrouille, c'est un petit peu un plaisir sensuel. Je préfère même te le dire, quoi. Non, bon, après, voilà, pour faire plaisir aux gamins, c'est normal. Mais je te le conseille. Si t'as l'occasion, je te le conseille. Dis-toi que on était une bonne quarantaine dans ma salle pour une petite salle, hein, parce qu'il l'avait mis en salle 2, mais la salle est pas très grande. Euh, on a la salle 1, on a un beau petit ciné, hein, équipé 6 salles, mais la salle 2 n'est pas une des plus grandes. La salle 1 est pas mal. Et bizarrement, la 2, non. Et puis après, on repart sur du plus grand, puis après du plus petit. Enfin, c'est pas tout compris. Mais la salle 2 est pas très très grande. Et on était aux trois quarts plein, on va dire une quarantaine, peut-être. Sur la quarantaine, t'en as 7-8 qui sont partis quand même, hein, avant la fin. Je dis pas que c'est de la faute de Scorsese. Je dis que ça fait mal au cœur et que c'est là qu'on peut commencer à se poser de sérieuses questions sur l'avenir du cinéma et l'avenir de comment on va consommer le cinéma. Parce que si même des mecs comme Scorsese aujourd'hui, des gens s'en vont en se disant vas-y, c'est mou, c'est long. Alors que tu vois, par exemple, Ace, on en parlait tout à l'heure, mais ça, tu pourras peut-être me répondre d'un point de vue filmique de ta part, mais ben voilà, c'est ça le truc. Peut-être que les gens n'ont rien à foutre des Américains. Mais pourquoi tu vas voir ce film alors? Parce qu'en fait, j'ai essayé de me dire, tu pars au bout d'une heure et demie parce que tu t'emmerdes. Mais qu'est-ce que tu pouvais attendre d'un film sur les Amérindiens qui dure 3h30 réalisé par Scorsese? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as quitté la salle, mais au nom de quoi? Parce que là, forcément, enfin, je veux dire, tu t'attends pas à des explosions, des trucs, des machins. Je vois pas le truc qui fait se dire, bon, bah moi, j'ai quitté la salle parce que. Parce que c'est en contradiction totale avec le fait déjà que tu voulu rentrer en salle. Si tu as fait l'effort d'aller voir un film où tu sais qu'il dure 3h30 sur ce sujet-là, tu vois, c'est pas comme à un moment donné, moi j'ai failli me barrer de la salle de 65 parce que Adam Driver, il commençait un peu à me casser les couilles, à taper du carnivore à gogo qui ressemblait à des espèces d'iguanes de 16 mètres de haut et qui avait rien à foutre avec l'époque du Crétacé, quoi. Là, ouais, à un moment donné, je considère qu'on me prend pour un con. Là, tu vois la différence. Quand à la fin de The Predator, on me demande si on n'a pas un casque en XXL pour aller taper du Predator et que j'apprends ensuite que Shane Black, il voulait mettre Newt, voilà, ouais, 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 oui, là, oui, techniquement, je pense que je me barre. Là, bon. Surtout que ça passe vite. C'est un film qui est rythmé, je veux dire, en termes de rythmé, en termes de narration, etc. C'est un film qui est agréable et qui passe vite, quoi.
Moi, je lui mettrais entre 4 et 4,5 sur 5, papy. Je suis en mode letterbox maintenant, donc du coup, je note sur 5. Mais je lui mettrais entre 4 et 4,5 sur 5. Ce qui est une très bonne note, c'est compliqué quand tu notes sur 5 tu peux pas mettre 5 à tout, forcément. Mais bon. Mais du lourd, oui, 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 c'est un très bon film. C'est une leçon, mais en fait, à un moment donné, tu te dis, tu vas voir un Scorsese, t'es en mode, ouais, bah ok, quoi. Genre, j'ai regardé le truc, j'ai pris ma petite claque, il y a des trucs qui m'ont fait réfléchir, il y a des séquences qui m'ont vraiment mis dans le mal, notamment au niveau de la situation amoureuse, du mensonge, de l'amour. Elle m'a tellement touché, Lily Goldstone, dans le rôle, vraiment, hein, que j'étais totalement pris dedans, quoi. Pourquoi tu lui mettrais pas 5? Parce que 5, c'est peut-être un peu trop précipité pour dire le film tout de suite 20 sur 20, tu vois. Moi, il faut le temps de laisser mûrir le film. Ça m'arrive des fois de mettre des notes et puis de revoir mes notes et de dire, ah tiens, celui-là, je vais le revaloriser ou le... Je peux pas mettre le maximum tout de suite. Il faut des mois, voire des années pour que tu puisses te permettre de dire 20 sur 20. Pourtant, il n'a pas particulièrement de défauts, c'est plus le temps de laisser mûrir le film. Ça a l'air fantastique en tout cas, mais oui, ça me fait doucement rire que le loup de Wall Street soit vraiment porté en étendard par beaucoup de gens comme étant The Film, etc., mais pas celui-ci. Je suis sûr que les thématiques sont importantes dans l'affect d'une grande partie du public. Moi qui aime beaucoup, moi qui m'intéresse beaucoup, qui suis assez néophyte, mais qui m'intéresse beaucoup au traitement des Amérindiens, bah avec madame, la semaine prochaine, je serai aux États-Unis d'ailleurs, Ace. Je pars à Denver et à Albuquerque là, jeudi prochain. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à madame. Et du coup, bah, je l'emmène avec moi. On va passer 2 semaines là-bas. Et on est à Denver. Et ensuite Albuquerque. Denver, Colorado. Colorado Springs, Apache, Comanche, Osage. Enfin, tout ça, il y en a. Tribus amérindiennes là-bas, il y en avait énormément. Premier truc que je lui ai demandé à madame, tu vois, quand on a parlé tout à l'heure en live, c'était si tu veux qu'on fasse des musées ou des choses qui parlent de ça. Je suis trop intéressé par ça parce que moi, comment dire, je suis hyper ancré dans la culture américaine. Mais pour moi, la culture américaine, c'est évidemment les Amérindiens, la manière dont on a commencé à créer les États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui, la culture afro-américaine. Moi, c'est ce qui me parle le plus. C'est une grande, grande, grande partie de ma vie. Je suis un amoureux de ce pays-là et même de ce continent-là, hein, Canada, Mexique, moi, tout ce qui concerne le folklore et les mythologies mexicaines notamment, je suis un immense fan. Donc là, je connais plus que d'autres. Et ouais, le propos, moi, me parle beaucoup. Après, quelqu'un qui va voir ce film-là et qui se barre en me disant je me suis fait chier, ça me parle pas. T'as vu le trailer? Parce que, enfin, je veux dire, c'est tout le propos, quoi. Donc ça me paraît compliqué, en fait, de me dire, bon, bah, tu vois, 5 c'est pour des rares occasions, perso, sur 800 films que j'ai notés, j'en ai que 20 à 5 sur 5. Ouais, bah voilà, c'est ça. Après, moi, mon Letterboxd, je l'ai commencé en notant aussi beaucoup de mes films cultes, donc ça se trouve, je suis déjà à 10-15, mais maintenant, des 5 il n'y en aura plus des masses, tu vois, je le sais, hein. C'est mon anniversaire dans pas longtemps. Si tu veux qu'on se fasse une lutte, une lutte de miel tous les deux. En vrai, tu sais qu'on en a parlé avec Aurel. De se dire, faut que Aurel, Ace et moi, on se fasse un espèce d'une grosse soirée à trois là. Ce serait un gros délire, quoi. Donc en vrai, ça peut être l'occasion, hein. Qu'on vienne à Lyon. Après, Aurel est toujours blindé de taf. Mais qu'on vienne à Lyon ou que tu viennes à Paris, la prochaine fois que tu vas à Paris, tu me dis, et moi j'essaie d'être à Paris à ce moment-là, et puis on se fait une grosse soirée avec Aurel, hein. Ça, on en a beaucoup parlé et tout, ce serait une dinguerie. Même, tu vois, Aurel, il m'avait dit, tain, c'est marrant pour ton docu sur Shaya, parce que je lui avais dit que bah, j'ai fait j'ai fait les interviews avec Alexis Thomasian et le Mediavore, là, il y a pas longtemps. Et Aurel, il m'a dit, pourquoi tu demandes pas à Ismoudi si jamais ça l'intéresse, Shaya, etc. Et en vrai, bah, je savais pas trop, tu vois, toi, si le personnage de Shia LaBeouf, l'acteur Shia LaBeouf en soit intéressé. Et il m'avait même dit, en plus, putain, avec Ace, ça aurait pu être cool parce qu'il connaît le gars de chez Click et tout. Et le gars de chez Click, il y aurait peut-être moyen, peut-être que lui, il connaît. Mais c'est toujours pareil, tu vois. J'ose pas, moi, demander, en fait, spontanément à des gens s'ils sont intéressés pour faire quelque chose, pour participer à mon docu. Parce que je me dis, Shia LaBeouf, il a tellement pas bonne réputation, puis en général, les gens s'en foutent un peu, que ça me parle beaucoup à moi, mais est-ce que ça va parler aux autres? Je sais pas, tu vois.
Mais j'y avais pensé, hein. Je me suis dit, putain, Ace Moody, en vrai, un des premiers que j'ai envie de voir, si c'était possible d'avoir son avis et de le voir en salle pour diffuser mon docu. Moi, je l'avais dit à Aurel direct. J'ai dit, moi, Ace Moody, s'il peut venir à Paris, je lui offre la place et tout. On voit si on peut pas le défrayer ou quoi pour qu'il vienne regarder le docu, puis on se fait une giga soirée. Parce que moi, je l'ai toujours dit, mais clairement, t'es un des mecs que je respecte le plus sur YouTube, un de ceux que je regarde le plus et qui fait le meilleur taf. Donc, entendre d'un point de vue d'Ice Moody sur mon truc, bah forcément, pour moi, c'est hyper important, quoi. Mais on en avait parlé parce que, bah forcément, derrière, je sais que tu l'avais déjà vu et tout, puis moi, j'en parle régulièrement, donc ça avance bien. Là, on est sur du 1h45, hein, déjà. Donc c'est long, mais ça avance bien. Et coucou Valentine, comment ça va? Hâte de voir ça. Ouais, ouais, ouais. Là, ben, je te dis, là, j'ai refait le montage. Et au final, j'ai réussi à gagner un peu de temps. Mais ça devrait être entre 1h40 et 2h. À peu près. Je sais, c'est un personnage super intéressant. Oui, dommage que les affaires après autour soient glauques. Mais voilà, c'est intéressant en tout cas. C'est intéressant dans sa carrière. Et même le travail autour de la rédemption est intéressant aussi. Une grande partie du documentaire que je suis en train de faire actuellement est aussi basée sur l'axe de la rédemption. Quelle est la différence entre la rédemption et le pardon? Est-ce qu'on peut pardonner à l'impardonnable? Est-ce que la rédemption est possible pour tout le monde? C'est tout le côté, entre guillemets, un petit peu spirituel que j'essaie d'aborder sur le documentaire. Donc ça, j'espère que ça plaira. Parce que pareil, autant John Berntal, je le voyais un peu, le projet blockbuster, machin, ça fusillait de partout, je savais que j'étais en terrain conquis. Là, Ace Moody, quand tu vas être au bout d'1h10 de docu et que tu vas te taper 10 minutes sur le métamodernisme et ses origines, je vais voir tout le monde faire la pause toilette à ce moment-là, tu vois, dans la salle. Ils vont tous être sur leur téléphone au moment où je parle du métamodernisme. Oh, frérot, j'en ai rien à foutre. Donc, bon, il y a des trucs où je me dis, bon, j'espère que ça va parler. Peut-être qu'il y a des trucs que je réduirai ou pas. Mais le problème, c'est que j'arrive plus à réduire quoi que ce soit parce que j'ai déjà pas mal réduit. Et là, ouais, attends, les phases où je vais dire, Shia LaBeouf, en fait, il est brillant, le Just Do It, vous avez pas compris, mais c'est du méta moderne. Rester 24 heures dans un ascenseur, en fait, c'est de l'art. On verra comment c'est pris, mais bon, moi, c'est des trucs qui me parlent, donc pas trop bien, j'ai perdu. Oh merde! Ça s'est pas trop bien passé, donc compliqué. Tu l'as retrouvé au moins? Tout va bien? Genre, ça s'est pas trop bien passé pour le retrouver, mais au final, il n'y a pas mort d'homme, tu l'as retrouvé. Putain, je suis désolé pour toi. Ça, c'est. Enfin, ouais, c'est pas trop indiscret, je sais pas trop comment ça s'est passé, etc. Le mieux, ce serait d'essayer de remettre la main dessus au plus vite, mais ça s'est passé comment? Genre, c'est une fuite ou alors c'est. Ah putain, les boules. C'est pour ça, moi, tu vois, c'est pareil avec mes loots, avec mes chats, je sais qu'ils sortent. Je les fais sortir une fois de temps en temps avec des laisses pour chats, mais j'oserais jamais, j'aurais trop peur en fait. J'arriverais plus à dormir si je savais qu'elles étaient dehors. Ah, perdu dans ce sens-là. Ah oui, d'accord, ok. Ah, oui, bon, ok, d'accord. En plus, je suis hyper désolé, Valentine. Condoléances du coup parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Moi je pensais que c'était perdu et genre tu l'avais retrouvé mais après maintes difficultés. Et bon, je me doute que tu n'as peut-être pas forcément envie derrière de reparler de ça évidemment, sachant que ça doit déjà être super difficile. Condoléances quand même, essaie d'être forte parce que c'est mieux que jamais à quel point ça doit être difficile. Moi je serais irrécupérable si ça arrivait à une de mes loots. Moi les animaux pour moi ça vaut entre guillemets tellement plus que les êtres humains ou en tout cas que beaucoup parce que au moins un animal c'est pas malsain et manipulateur et tous les trucs qu'on peut imaginer d'un être humain où c'est un peu chelou de temps en temps. Les animaux, t'aimes bien ou t'aimes pas, mais t'as des liens très particuliers avec eux. Moi, je crois énormément à ça, donc j'imagine pas à quel point, effectivement, pour toi, ça a dû être difficile. Donc, bah, si jamais évidemment, tu veux en parler, alors peut-être pas, évidemment, là, dans un live qui sera rediffusé, je comprends, mais si jamais tu veux en discuter, surtout, n'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, mais en tout cas, tu sais qu'on est là, hein, si jamais... Parce que ça doit pas vraiment, vraiment, vraiment pas être simple du tout. Et merci Arizona pour le sub offert à Valentine. Merci beaucoup, mon Arizona. Merci pour elle. On va 1h59, parfait. J'ai 30 minutes de retard. Je devais arrêter à 22h au final. Bon, bah, on a pas mal discuté sur la fin. Puis c'était intéressant parce que ça a apporté, encore une fois, à chaque fois, ces lives sont bien parce que ça apporte sur d'autres thématiques et d'autres dérives. Au-delà de Scorsese, on va sur d'autres choses et c'est plutôt cool. Live en rediffusion. Euh,
dès demain, je pense, ou après-demain, probablement demain. Et il y aura le live tier list cinéma aussi qui arrivera sur YouTube en rediffusion d'ici peu. Faudrait que je travaille dessus, mais normalement ça devrait le faire. Je vous fais des bisous encore une fois, hein. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Valentine, n'hésite pas parce que je sais à quel point c'est pas évident et que c'est un deuil. Ça, c'est voilà, c'est un deuil vraiment comme on pourrait en vivre un humain ou autre. Parce que ça reste voilà, quelqu'un de ta famille, ça reste quelqu'un que tu as appris à aimer, etc., qui était dans ton quotidien. Donc c'est peut-être même encore plus violent parfois. Donc si jamais tu as besoin, n'hésite pas. Si tu as envie, là je peux te le dire tant que tu es là, mais demain, mardi et mercredi après-midi, on est sur Spider-Man. Lundi, mardi soir, 21h et mercredi après-midi. Si juste tu as envie de te changer les idées, mercredi soir, on fait de la letterbox, on notera des films. Si tu as, envie comment dire, de te changer les idées aussi, hein, n'hésite pas. Et puis si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, pareil, on est là. Parce que ça, je peux comprendre que ce soit des événements. Moi, je serais genre irrécupérable si je perdais mes loots, par exemple. Donc, si tu mets les horaires sur Insta. Alors oui, j'essaierai de les mettre, mais au cas où, lundi 21h, mardi 21h et mercredi 14h, je pense. Je vais vous envoyer chez le First, chez le Soul, pour un live complètement dingue sur Overwatch. Un live stratosphérique, je le sens déjà très fort. Le type est beau. Ouais, un top 75 d'acteurs, on pourrait le faire, hein. Top 75 des meilleurs acteurs objectifs, tier list acteurs. Je crois que j'avais déjà fait ça sur ma chaîne secondaire, mais d'un autre côté, ça peut peut-être valoir le coup de le refaire. Pour le remettre à jour. Donc oui, on pourrait largement faire ça, hein. On pourrait largement faire ça. Tac, Red, Soul. Comment tu ramènes des sous à la maison, toi, maintenant, Val? Bah, en vrai, les lives, hein. Les lives, le nombre de spectateurs sur Twitch influe peu, finalement. C'est beaucoup sur bah, le soutien de certaines personnes via les bits, via les subs, via les publicités, etc., qui me permettent actuellement d'en vivre. Beaucoup plus de Twitch. C'est vrai que sur YouTube, aujourd'hui, c'est vraiment de l'appoint, parce que sur YouTube, je fais plus suffisamment. Donc, je peux plus dire que je vis de YouTube aujourd'hui, hein. YouTube, c'est un petit appoint tous les mois. Par contre, j'arrive effectivement encore à vivre de Twitch grâce au soutien des gens, des lives réguliers, des lives constants, établir une nouvelle communauté, les bits, les subs, les dons, c'est beaucoup de support comme ça. Mais ça, c'est voilà, comme n'importe quel streamer finalement. Ça marche beaucoup là-dessus et bah, c'est pour ça qu'on est très présent en live et qu'on remercie toujours énormément parce que bah, sans les gens là pour le coup très clairement on ne serait pas là et on ne serait pas en train de faire ce qu'on fait aujourd'hui comme mon papy par exemple qui vient de donner 100 bits. Merci beaucoup mon papy, Arizona, merci pour les subs et merci pour à Yaya qui était là tout à l'heure qui a comme d'habitude été hyper généreux en bits mais voilà, c'est régulier dans ces thématiques-là, comme tous les streamers, et tous les streamers devraient normalement hein, le redire, mais voilà, sans vous, on serait rien, donc heureusement que vous êtes là pour nous permettre de pouvoir vivre de tout ça et de vivre de notre passion, quoi. Et je pense que oui, papy, un de ces quatre, on se fera un petit top 75 acteurs. Il y a clairement moyen, en vrai, hein. Pourquoi ça veut pas raid? Vous ne pouvez pas publier de mais je veux pas publier de, je veux raid. Attends. Pourquoi ça veut pas? Bon, attends. Je vais le faire via là, parce que là, décidément, ça veut pas, ça buguait. Tac, 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 tac. Soul first. Euh... non, c'est pas celui-là. Annulé. Merde. Décidément, le live, le raid ne veut pas se faire chez Soul. Il y a quelque chose d'anti-Soul ici. Très clairement, ça ne veut pas le subber. C'est complètement culte. Non, ça y est, on vient de lui envoyer un petit sub, un petit raid saillant. Merci à tous en tout cas d'avoir été là pour ce live. Encore une fois, il sera en rediff très prochainement. Et je vous dis à dès demain, donc, pour la suite de nos aventures sur Spider-Man. Si vous voyez ça sur YouTube, n'hésitez pas évidemment à follow sur Twitch hein, pour vous suivre bah, tous les futurs lives cinéma et puis bah, toutes les actualités et le gaming qu'on peut faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous.